Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un grand auteur classique qui va révolutionner le théâtre en France à la fin du XVIIIe siècle, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Beaumarchais, notamment passé à la postérité littéraire grâce à sa célèbre trilogie théâtrale qui comprend 3 pièces, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable. Ce sont ces 2 dernières pièces, en l'occurrence Le Mariage de Figaro et La Mère coupable, que nous évoquerons tout au long de cette émission. Mais avant cela, nous allons commencer par vous faire écouter un air très célèbre tiré de l'opéra de Rossini, Le Barbier de Séville, inspiré directement de la pièce de théâtre de Beaumarchais, Le Barbier de Séville. Cet air se nomme L'air de Figaro, Largo el factotum. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Il y a naturellement 2 questions que tout le monde se pose. Qui est ce mystérieux Barbier de Séville et qui est ce mystérieux Figaro ? Eh bien, Figaro et le Barbier de Séville ne font qu'un. En effet, à la base, Figaro était en quelque sorte un homme de lettres, passionné de littérature, qui rêvait d'entreprendre une brillante carrière d'écrivain. Et rapidement, il s'est aperçu que s'il vivait de sa plume, il aurait quelques difficultés pour finir les mois. En conséquence, il s'est reconverti et il est devenu barbier. Et c'est ainsi que Figaro est désormais le Barbier de Séville. Alors c'est quand même un intellectuel. Il a en quelque sorte 2 axiomes philosophiques. Les 2 phrases philosophiques qui sont en quelque sorte les devises de l'existence de Figaro sont très célèbres. La première est connue de tous. « Je m'efforce de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Et la seconde, « La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre ». Eh bien, c'est ce petit côté original, esprit spirituel, qui a donné envie particulièrement à un comte de Séville, le comte Almaviva, d'embaucher précisément le personnage de Figaro. Ce qui explique pourquoi dans la pièce suivante qui va suivre, Le Mariage de Figaro, Figaro n'est plus barbier à Séville, il est devenu le valet officiel, le valet de chambre du comte et de la comtesse Almaviva. Et nous sommes à ce moment-là, donc, en Espagne, à Séville, plus précisément dans le château du comte et de la comtesse Almaviva, qui est situé à quelques lieues de la ville de Séville. Il se trouve que Figaro, au début de la pièce Le Mariage de Figaro, est en plein préparatif de ses noces. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le plus beau jour de sa vie. Et c'est là qu'il apprend une information de la part de sa fiancée, en l'occurrence Suzanne. Il apprend que depuis quelque temps, eh bien, le comte Almaviva fait des avances à Suzanne, à tel point que celui-ci a décidé récemment de rétablir le droit de cuissage. Alors, qu'est-ce que c'est le droit de cuissage ? En fait, c'est, une fois qu'il est rétabli, cela permet en quelque sorte à un noble seigneur, à un comte, à un princesse ou à quelqu'un de la haute aristocratie, eh bien, le soir des nuits de noces, de faire perdre la virginité de la future mariée, à plus forte raison si elle est roturière. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la désillusion pour Figaro. Il comprend qu'en vérité, le comte Almaviva n'appréciait pas Figaro pour sa culture, entre guillemets, et son originalité spirituelle, mais c'est aussi parce qu'il aimait par-dessus tout la fiancée de Figaro, en l'occurrence Suzanne. Et donc à partir de ce moment-là, dès que Figaro se rend compte qu'il y a en quelque sorte une déception de la part du comte Almaviva, eh bien désormais il y a le fossé qui se creuse entre les grands et les petits. Figaro symbolise les petits, le comte Almaviva symbolise les grands. Donc la méfiance et la prudence s'imposent désormais, et le conseil que reçoit Figaro de la part du médecin Bartolo, qui est le médecin de Séville, n'en est que plus manifeste. Voici quel est son conseil. « Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point d'affaires avec les grands. » Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré.
le canal 60 de votre téléviseur, qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous sommes en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle de Beaumarchais et de sa célèbre pièce « Le mariage de Figaro ». Le mariage de Figaro est une pièce passionnante à plus d'un titre et apparaît clairement comme une comédie avant-gardiste, voire même pré-révolutionnaire. Je rappelle que le mariage de Figaro a été représenté publiquement pour la première fois en avril 1784, après avoir été censuré à 5 reprises. Alors, qu'est-ce qui faisait de cette pièce une pièce pré-révolutionnaire ? Eh bien, c'était parce que le protagoniste de l'histoire en est une illustration. Qui est ce protagoniste ? Il s'agit de Figaro, qui est simplement le valet de chambre du comte Almaviva. En conséquence, Beaumarchais ne donne plus la parole en priorité aux grands, mais aux petits, symbolisés par le personnage de Figaro. Et il se trouve que selon Beaumarchais, eh bien, au lieu de corriger leurs défauts et d'aimer les gens du peuple, les grands ont continué à les ignorer et à les mépriser. Or, selon Beaumarchais, le problème, en 1784, c'est que ni les grands, ni la classe dirigeante n'ont conscience de la montée de l'exaspération des classes populaires. Et il comprend qu'un phénomène d'hostilité s'installe dangereusement dans le pays, entre les grands et les petits, entre le roi, la cour et les gens du peuple, et le roi et la cour ne perçoivent pas bien ce mécontentement parce qu'ils sont coupés du peuple. Et ce sentiment d'injustice profonde que Beaumarchais a souhaité illustrer dans sa pièce par l'intermédiaire du personnage de Figaro, eh bien, il va l'illustrer lorsque Figaro commence à se révolter. Pour quelle raison Figaro ne peut pas tolérer que le soir de son mariage, eh bien, celui qui l'avait embauché, en l'occurrence le comte Almaviva, eh bien, tente de vouloir s'accorder une nuit harmonieuse avec sa fiancée Suzanne, qui doit devenir sa future femme après les noces. En conséquence, eh bien, selon Beaumarchais, voilà ce qu'il veut dénoncer par l'intermédiaire du personnage de Figaro, c'est que, d'après lui, le peuple est capable de subir des coups, des désillusions et des humiliations pendant un certain temps, jusqu'au jour où il décide de dire non. À force de prendre des claques sur la joue gauche, on ne peut pas continuer indéfiniment à tendre la joue droite. C'est le cas du personnage de Figaro qui n'accepte plus d'être méprisé par le comte Almaviva. Il refuse désormais d'être traité et congédié comme un simple domestique. Et c'est à ce moment-là que Figaro devient le symbole et le porte-parole du mécontentement populaire à travers les traits de caractère qui lui sont propres, l'audace, l'insolence et l'agressivité. C'est pourquoi dans la fameuse tirade qui va suivre, qui est tirée de la scène 3 de l'acte 5, eh bien Figaro laisse finalement éclater sa colère avec une détermination inouïe qui annonce la fin d'une époque. Cette époque est celle de l'Ancien Régime, et celle qui se profile dangereusement à l'horizon est celle de la Révolution. Et la remarque suivante de Figaro renvoie à ramener les grands à leur réalité humaine. Il rabaisse les grands à la hauteur du peuple, le peuple ne les admire plus, et on peut même dire qu'à ce moment-là, Figaro se lève, il résistera aux grands, il leur tient tête à travers la célèbre déclaration suivante que l'on retrouve dans le monologue. « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur. Vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et du calcul pour subsister seulement. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Et là, Figaro se lève et déclare « Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. » Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.
Restez avec nous. Vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle de Beaumarchais et du mariage de Figaro. Les répliques de Figaro que nous venons d'entendre à l'instant dans cette fameuse scène 3 de l'acte 5 de la pièce sont d'une effronterie incroyable comme on n'en a jamais vu auparavant dans le théâtre français. Ni Corneille, ni Racine, ni Molière, ni Marivaux n'étaient allés jusque-là. Jamais un domestique n'avait à ce point élevé le ton face à la classe dominante. Et cet extrait est également la confirmation flagrante que la pièce de Beaumarchais est une pièce pré-révolutionnaire et on comprend mieux pourquoi le roi Louis XVI l'avait fait censurer à plusieurs reprises avant d'autoriser sa représentation publique. Malheureusement pour Beaumarchais, le mariage de Figaro va être non seulement un succès national, mais même un succès international. C'est la raison pour laquelle vous venez d'entendre à l'instant l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, parce que quelques années après, Mozart va même en faire une adaptation de la pièce de Beaumarchais, célèbre opéra, Les Noces de Figaro. Et Beaumarchais sera totalement dépassé par le succès de sa pièce et par le rôle que les révolutionnaires de 1789 prêteront à son personnage de Figaro. Figaro symbolise désormais le rôle du fossoyeur de la noblesse. Et alors, il y a une différence fondamentale entre le théâtre de Molière et le théâtre de Beaumarchais, c'est que chez Molière, la révolte couvait. On le voyait déjà par l'intermédiaire du personnage de Sganarelle lorsqu'il terminait sa pièce Don Juan à travers les propos « Mes gages, mes gages ». Mais il n'allait pas jusqu'à la rébellion. Tandis que chez Beaumarchais, avec le personnage de Figaro, la révolte éclate, car elle a trouvé les mots pour le dire, elle ne balbutie plus. Mais on doit dire à la vérité que dans la comédie aigre-douce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, la révolte qui s'exprime ne s'exprime pas et ne provient pas de la classe des paysans, elle provient de la classe des serviteurs des nobles, auxquels leurs domestiques doivent toute leur culture et l'aisance de leur parler, et il est nécessaire de rappeler qu'à la base, Figaro n'était pas qu'un simple domestique, il rêvait d'entreprendre une brillante carrière dans la littérature. Il s'agissait donc d'un domestique, entre guillemets, cultivé. Et alors il se trouve que le style de Beaumarchais se révélera très exclamatif et certains personnages comme Figaro se montreront particulièrement contestataires. Et alors ce côté contestataire, eh bien Beaumarchais va nous l'expliquer dans la préface qu'il avait conçue au mariage de Figaro. Et dans cette préface, Beaumarchais témoigne d'ailleurs d'une liberté de ton qui fut jugée excessive en son temps par certains et très imprudente par d'autres, mais qui apparaît aujourd'hui comme très audacieuse. Et dans la citation suivante, issue de sa préface, il nous livre en quelque sorte quelle était sa conception du théâtre. Voici, selon Beaumarchais, sur quoi doit reposer le théâtre à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que la décence théâtrale ? À force de nous montrer délicats, fins connaisseurs, et d'affecter, comme j'ai dit, autre part, l'hypocrisie de la décence auprès du relâchement des mœurs, nous devenons des êtres nuls, incapables de s'amuser et de juger de ce qui leur convient. Faut-il le dire enfin ? Des bégueules rassasiées, qui ne savent plus ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles doivent aimer ou rejeter. Les vices, les abus, voilà ce qui ne change point, mais se déguisent en mille formes sous le masque des mœurs dominantes. Leur arracher ce masque et les montrer à découvert, telle est la noble tâche de l'homme qui se voue au théâtre. Un des plus nobles buts de l'art est de corriger sans blesser. Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe. On doit réserver ses grands coups pour les abus et pour les maux publics. Ce n'est donc ni le vice, ni les incidents qui l'amènent, qui font l'indécence théâtrale, mais le défaut de leçon et de moralité. Ainsi, de tout ce que l'ouvrage a d'utile et de bon, naît du courage qu'eut l'auteur d'oser porter la disconvenance sociale au plus haut point de liberté. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Restez avec nous, vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, en compagnie de Patrick Métrope,
bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle de Beaumarchais et de sa célèbre trilogie théâtrale qui comprend les 3 pièces, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable. À l'instant, la préface de Beaumarchais, qu'il inclut au début de la pièce Le Mariage de Figaro, constitue une sorte de manifeste de l'œuvre et de la pensée libertaire de Beaumarchais qui se caractérise par 2 points essentiels, l'audace et la témérité. Mais la trilogie théâtrale de Beaumarchais ne s'achève pas sur Le Mariage de Figaro. Il a tenu à clôturer sa trilogie par une pièce qui est la moins connue, qui va être représentée pour la première fois au début du mois de juin 1792 et qui s'intitule La Mère coupable ou l'autre Tartuffe. La Mère coupable constitue le dernier volet de la trilogie théâtrale de Beaumarchais. Et il se trouve que le sous-titre parle de lui-même. Le sous-titre de la pièce, La Mère coupable, est plus explicite puisqu'il s'intitule L'autre Tartuffe. Et donc à ce moment-là, on remarque que la 3e pièce de Beaumarchais, contient des problématiques morales, sociales, que Beaumarchais a voulu impérativement ajouter. Donc, quelle est cette histoire de la mère coupable ? Contrairement au Barbier de Séville et au Mariage de Figaro, l'histoire se déroulait en Espagne, à Séville. Tandis que dans la mère coupable, cette fois-ci, nous sommes retournés en France. L'histoire se déroule à Paris et elle commence précisément en 1792. Et dès le début de la pièce, on sent que la Révolution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme est passée par là. Puisque dans Le Barbier de Séville ou dans Le Mariage de Figaro, le personnage de Figaro disait par exemple « Monseigneur », tandis que là désormais, il dit « Monsieur ». Le contexte historique du moment 1792 n'est plus du tout le même. Et dans La Mère coupable, Beaumarchais a voulu s'attaquer précisément à plusieurs tabous importants à l'époque. Le premier, il s'agit du mariage arrangé. Le second, l'inceste. Le troisième, la consanguinité. Le quatrième, l'adultère. Et le cinquième, le divorce. Rappelons qu'à l'époque où Beaumarchais écrit sa pièce, le divorce est encore interdit. La loi autorisant le divorce ne sera effective qu'à la fin du mois de septembre 1792. De quoi est-il question dans cette pièce intitulée La Mère coupable ? En fait, au début de l'histoire à Paris, par l'intermédiaire d'une lettre confidentielle transmise soigneusement par son ancien secrétaire des ambassades, un Irlandais qui se nomme Monsieur Bégears, le comte Almaviva découvre que le chevalier Léon n'est pas son fils. En vérité, le chevalier Léon serait né d'une relation extra-conjugale de sa femme, la comtesse Almaviva, avec l'un de ses plus fameux serviteurs, le personnage de Chérubin, qui dans la pièce Le Mariage de Figaro représentait le rôle du page. Or, il se trouve que la comtesse Almaviva étant mariée, elle participait donc naturellement à un adultère. Et le problème, c'est qu'entre Le Mariage de Figaro et La Mère coupable, Chérubin est mort. En conséquence, impossible pour le comte Almaviva de lui faire payer cette relation secrète. Dès lors, après avoir appris cette affreuse nouvelle, monsieur le comte Almaviva ne veut plus donner la main de sa filleule Florestine à son prétendu fils Léon. Et c'est là qu'arrive le personnage principal de l'histoire, Monsieur Bégears, l'autre Tartuffe. La mère coupable désigne la comtesse Almaviva, l'autre Tartuffe désigne Monsieur Bégears. Et Monsieur Bégears, dans cette pièce, il souhaite à tout prix s'emparer de la fortune du comte Almaviva par tous les moyens. Alors il va proposer au comte une petite solution à l'amiable. Il va lui proposer, pour laver officiellement l'honneur de la famille Almaviva, de lui donner la main de sa filleule Florestine. C'est officiellement pour laver l'honneur de la famille Almaviva, mais officieusement, le monsieur Bégears souhaite par-dessus tout obtenir toute la fortune du comte et de la comtesse Almaviva. Et donc à partir de ce moment-là, il veut en quelque sorte mettre hors d'état de nuire toutes celles et ceux qui seraient susceptibles de faire échouer son projet. Donc il propose au comte Almaviva d'envoyer le chevalier Léon en exil sur l'île de Malte.
À ce moment-là, le chevalier Léon ne peut pas désobéir à son père. Seulement, voilà, il y a un os. Dans tous les plans préconçus, il y a toujours une faille. C'est que parmi les personnages que M. Bégéar souhaite également envoyer sur l'île de Malte, il y a évidemment le personnage de Figaro, qui n'avait rien à voir à la base dans cette histoire. Et Figaro, qui est quand même un rebelle, limite un révolutionnaire, eh bien il est hors de question d'une quelconque manière qu'on l'envoie en exil de gré ou de force sur l'île de Malte. Donc dans cette pièce, Figaro tentera d'empêcher Bégéars de mettre à profit son plan et il va tenter une fois de plus de démasquer astucieusement le coupable. C'est alors que dans cette pièce, on trouve une sorte de gaieté spirituelle au milieu du drame. Et La mère coupable contient une moralité touchante. On était sur le point d'avoir affaire à un Tartuffe dramatique, mais comme chez Molière, Beaumarchais évite le drame au dernier instant, et une fois de plus, grâce au personnage de Figaro. Et à votre avis, qui a le mot de la fin dans cette pièce ? Eh bien, le mot de la fin revient une fois de plus au personnage le plus illustre de cette trilogie, le personnage de Figaro, qui confirme ce dénouement moral et veut montrer qu'à la fin, il est devenu un honnête homme et il va faire preuve de sagesse et moins de rébellion à travers le propos suivant qui clôture la trilogie et donc la pièce La mère coupable, lorsque Figaro s'exprime et déclare « Moi, gâté par un vil salaire le bon service que j'ai fait, ma récompense est de mourir chez vous, monsieur le comte. Jeune, si j'ai failli souvent, que ce jour acquitte ma vie. Ô ma vieillesse, pardonne à ma jeunesse, elle s'honorera de toi. Un jour a changé notre état. Plus d'oppresseurs, d'hypocrites insolents, chacun a bien fait son devoir. Ne plaignons point quelques moments de trouble. On gagne assez dans les familles quand on en expulse un méchant. » Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Restez avec nous. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle de Beaumarchais et de sa célèbre trilogie théâtrale qui comprend les 3 pièces suivantes, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La mère coupable, qui est en quelque sorte le dernier volet de cette trilogie. Eh bien, contrairement au Mariage de Figaro, contrairement au Barbier de Séville, La mère coupable sera un échec retentissant. En juin 1792, la pièce sera tout simplement suspendue au bout de 5 représentations. Il faudra attendre 5 ans plus tard et l'année 1797 pour que Beaumarchais rejoue sa pièce La mère coupable et qu'elle connaisse un franc succès. Alors comment expliquer cet échec ? Eh bien en fait il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que la pièce de Beaumarchais fit scandale parce qu'en vérité, dans La mère coupable, la coupable en quelque sorte était la comtesse Almaviva qui commettait un adultère avec Chérubin qui n'était que le serviteur. Or, il se trouve qu'à cette époque, il est défendu de montrer un adultère féminin. La femme peut être trompée, mais elle ne peut en aucun cas tromper son mari, à plus forte raison avec un serviteur. Là, il est vraiment question, en plus de l'adultère, de la problématique des relations ancillaires que les nobles avaient avec leurs soubrettes ou leurs domestiques. Par conséquent, la représentation d'une sorte de Don Juan féminin sur scène en 1792 était totalement interdite, tandis qu'en 1797, ça passe déjà un petit peu mieux, on a autorisé le divorce. Mais alors il y a le second point, et c'est ce second point qui était inacceptable à cette époque, c'est que Beaumarchais voulait dénoncer avant tout, à travers le personnage de M. Bégéars, l'attitude honteuse de certains bourgeois et aristocrates au lendemain de la Révolution 1789. En effet, pour éviter la ruine et conserver leurs biens, leurs fortunes et leurs richesses le plus longtemps possible jusqu'au retour éventuel de la monarchie absolue, certains bourgeois et aristocrates étaient prêts à toutes les compromissions. C'est pourquoi Beaumarchais, dès sa préface de La mère coupable, avait souhaité informer son lecteur que des personnages comme Bégéars existent bel et bien dans la société et qui sont encore plus inquiétants que Tartuffe lui-même. Voici ce que déclarait Beaumarchais dans sa préface de La mère coupable. Le Tartuffe de Molière était celui de la religion. Aussi de toute la famille d'Orgon ne trompa-t-il que le chef imbécile.
Celui-ci, Bégéars, est bien plus dangereux. C'est le Tartuffe de la probité. Il a l'art profond de s'attirer la respectueuse confiance de la famille entière qu'il dépouille. C'est celui-là qu'il fallait démasquer. C'est pour vous garantir des pièges de ces monstres, et il en existe partout, que j'ai traduit sévèrement celui-ci sur la scène française. Pardonnez-le-moi en faveur de sa punition, qui fait la clôture de la pièce. Ce 5e acte m'a coûté. Mais je me serais cru plus méchant que Bégéars si je l'avais laissé jouir du moindre fruit de ses atrocités, si je ne vous j'eusse calmé après des alarmes si vives. Peut-être ai-je attendu trop tard pour achever cet ouvrage terrible qui me consumait la poitrine et devait être écrit dans la force de l'âge. Il m'a tourmenté bien longtemps, mais 2 comédies espagnoles ne furent faites que pour la préparer. Donc pourquoi Beaumarchais avait-il entrepris le mariage de Figaro et le Barbier de Séville? C'était pour clôturer sa célèbre trilogie sur la mère coupable et parce qu'il voulait vraiment dénoncer à tout prix 5 points fondamentaux que l'on a retrouvés parmi les pires compromissions des bourgeois et aristocrates au lendemain de la Révolution 1789. Quels étaient ces 5 points de compromission? La délation, on l'a vu avec Bégéars, le mariage arrangé, la diffamation et la calomnie. C'est la raison pour laquelle il me semblait évident de terminer cette émission en vous faisant écouter l'air de la calomnie tiré du Barbier de Séville de Rossini. Ce fameux air de la basse fut magistralement interprété à la fin des années 50 par un grand acteur et chanteur français que vous allez entendre à présent, Armand Mestral. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère vous avoir distrait et instruit pendant 1 heure. À présent, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet, notre page Facebook et notre page Instagram. Je vous souhaite sincèrement un bon rétablissement, un retour rapide à la maison et une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.